Et salut, je te propose aujourd'hui de découvrir l'épisode numéro 10 consacré à ma série sur la fabuleuse histoire de la magie et de la sorcellerie. C'est parti. À la fin du 19e siècle, une invention va bouleverser le monde, la photographie. Pour la première fois dans l'histoire, l'être humain pense pouvoir capturer la réalité elle-même. Mais très vite, certains affirment avoir photographié autre chose. Des esprits, des morts, des présences invisibles. Des silhouettes blanches apparaissent derrière les vivants. Des visages surgissent dans les images. Et des milliers de personnes vont y croire. Parce que lorsqu'une image semble prouver quelque chose, notre esprit baisse souvent sa garde. Et pourtant, derrière ces photographies spirites se cachent parfois des illusions, des manipulations et surtout un immense besoin humain de croire. Ectoplasme, spectre, fantôme, aura. Aux États-Unis comme en France, la deuxième moitié du 19e siècle, pourtant empreinte de rationalisme et d'avancées scientifiques et technologiques, voit naître un puissant courant occultiste et irrationaliste. C'est la naissance du spiritisme, un mouvement qui comprend un ensemble de rites et de pratiques destinés à communiquer avec les esprits. En cherchant à fixer l'atmosphère fluidique de l'homme vibrant à sa périphérie comme la manifestation extracutanée de sa force intime et personnelle, la photographie naissante en devient à la fois l'outil et la voie d'expression artistique la plus aboutie, au point de devenir un important phénomène de mode. Pour comprendre la photographie spirite, il faut revenir à l'époque. Au 19e siècle, le spiritisme connaît un succès énorme. Des médiums organisent des séances, on tente de communiquer avec les morts, et ce phénomène touche toutes les classes sociales. Des anonymes, des intellectuels, des artistes et même certains scientifiques. Pourquoi ? Parce que le monde change vite, la science progresse, mais les grandes questions restent entières. Que devient-on après la mort ? Existe-t-il autre chose ? Et dans ce contexte, la photographie apparaît comme une preuve potentielle. Aux États-Unis, un homme va devenir célèbre, William Mumler. Il prétend photographier les morts aux côtés des vivants. Sur ces clichés apparaissent des silhouettes translucides, des proches décédés, des enfants disparus, des épouses mortes trop tôt. Et forcément, les familles endeuillées affluent. Parce qu'au fond, la douleur rend parfois vulnérable. Quand on souffre, on veut croire qu'un lien est encore possible. Et Mumler l'a très bien compris. Plus tard, beaucoup de ces procédés seront remis en question. Double exposition, trucage, manipulation, technique. Malgré cela, énormément de personnes continuent d'y croire. William Mumler n'en revient pas. Ce jour de 1861, lorsqu'il vit sur l'un des autoportraits photographiques qu'il venait de tirer dans l'obscurité de son laboratoire, une silhouette de jeune femme floue, presque mouvante, apparaître derrière lui comme un fantôme bienveillant. Le photographe américain retourna près de ses bacs pour comprendre ce phénomène inattendu. Le fantôme surgit dans son laboratoire était dû à un mauvais nettoyage d'une des plaques de verre qui lui servait à imprimer la lumière sur du papier. Amusé et excité à l'idée d'utiliser cet accident de laboratoire pour superposer des prises de vue, Mumler partagea cet épisode avec ses amis. Peu de temps après, l'autoportrait au fantôme fut publié à l'insu de son auteur et récupéré rapidement par les cercles spirites naissants de ce côté de l'Atlantique.
Loin de s'offusquer de cette notoriété involontaire, Memmler utilisa cette opportunité de populariser son travail. Il endossa avec plaisir le costume de premier photographe spirit de l'histoire, capable d'enregistrer l'invisible. Avec l'aide de son épouse, il mit en place un système qui lui permettait de répondre aux attentes du public concernant l'apparence des esprits, entre parenthèses, ou plutôt des défunts, qu'il souhaite convoquer et fixer sur les plaques photographiques. Une fois cette apparence esquissée grâce à un habile questionnement des commanditaires, Memmler procédait par double exposition en utilisant pour sa prise de vue une plaque comportant déjà l'impression d'un premier cliché partiellement effacé d'une personne ressemblant à la description physique qu'en avait faite le commanditaire. Habile, l'artiste ne garantissait pas l'apparition de l'esprit, ce qui ajoutait un suspense commercial. Avec la guerre civile américaine, beaucoup de familles endeuillées consultèrent Memmler pour obtenir des preuves photographiques de la survivance de l'âme après la mort. Bientôt célèbre dans tous les États-Unis, le photographe dont le studio était assailli reçut la visite de la veuve du président Lincoln qui souhaitait se faire photographier avec l'esprit de son défunt mari. Très vite, la photographie spirit arrive en Europe, et notamment à Paris. Là encore, les médiums utilisent l'image comme un outil de persuasion. Parce qu'une photographie semble objective. La caméra ne ment pas. Du moins, c'est ce que beaucoup pensent à l'époque. Et c'est là que quelque chose devient intéressant. Parce que plus l'illusion paraît scientifique, plus elle devient crédible. Et parfois, plus elle influence profondément les gens. Le XVIIIe siècle s'achève en France sous le signe de la Révolution et de la Terreur, qui marquent durablement les esprits. Puis l'Empire, avec ses soubresauts et ses guerres, maintient la population dans l'instabilité et l'insécurité. Dans ce contexte, les chroniques sur les maisons hantées et sur la présence d'esprits défunts se multiplient. Une manière de se rassurer sur la vie après la mort sans doute, pour un grand nombre de familles endeuillées suite aux troubles sociaux et aux conflits. La mode de la photographie spirit, en traversant l'océan, trouvera donc un terrain propice à son développement. Pour l'historienne de la photographie au XIXe siècle, Céline Giraud, l'apparition de la photographie spirit s'explique par une forte présence de la mort dans le quotidien de l'époque. En effet, il était courant de mouler des masques mortuaires sur le visage des personnalités après leur décès. Cette forme de fétichisme morbide n'était pas surprenante. On conservait des ossements ou des cheveux de proches dans des amulettes. Au même moment, la morgue de Paris était très visitée et on enregistrait beaucoup de clichés post-mortem. Invention technique et à ce titre doté d'un statut de dispositif scientifique, l'appareil photographique est donc déjà associé à la représentation de personnes décédées. La population semblait prête à croire à l'apparition visuelle des esprits, puisqu'elle avait foi en la capacité scientifique du dispositif. Au même moment, le développement de la pensée scientifique construit un cadre rationnel puissant. Il se structure autour des notions d'égalitarisme et de républicanisme et s'appuie sur un progrès technique à même de bouleverser le quotidien de chacun, qu'il s'agisse de l'électricité, de l'automobile ou du chemin de fer. Pour l'historienne de la psychologie Françoise Parrot, c'est cette science positive du XIXe siècle qui enfante le spiritisme comme un des sursauts incessants de l'imaginaire. Le XIXe siècle est un vaste champ de bataille intellectuelle où de nombreux courants de pensée naissent. Parmi les courants
qu'énumère l'historienne, on peut citer l'illuminisme. Une prolongation des Lumières du XVIIIe siècle, dans lequel science et foi ne doivent pas être dissociées, mais s'éclairer mutuellement. On peut citer également l'occultisme, né à la Renaissance, qui regroupe un ensemble de théories et de pratiques magiques, l'alchimie, la théosophie, fondée sur la théorie des correspondances selon laquelle tout objet appartient à un ensemble unique et entretient avec tout autre élément des rapports intentionnels, non temporels et non spatiaux. C'est dans ce contexte que la France prend la tête du mouvement spirit dans le sillage d'un personnage à la postérité internationale qui fixe et théorise le spiritisme dans un livre devenu best-seller planétaire, le livre des esprits, publié pour la première fois en 1857. Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Denisard Rivail, né en 1804, rédige une série d'interviews de somnambules magnétiques que l'on nommera bientôt médium. La doctrine spirit se fonde sur la possibilité de contacter et d'interroger des esprits, la communication s'effectuant grâce à des tables sur lesquelles ces derniers peuvent frapper des coups ou qu'ils peuvent mettre en mouvement et faire tourner pour répondre à des questions posées par les médiums. Kardec, qui se considère comme la réincarnation d'un druide, présente le spiritisme comme une religion scientifique qui prend en compte les récentes découvertes sur l'évolution de Charles Darwin et qui participe aux congrès internationaux de la philosophie. La réincarnation est son postulat fondamental, les humains progressant de vie en vie et terminant leur parcours auprès du divin. C'est dans ce contexte intellectuel et spirituel que la photographie émerge en tant que technique à la croisée des sciences et de l'art. Elle fascine par son procédé qui présente incontestablement une dimension merveilleuse. En faisant apparaître un double du réel, elle l'immortalise en le fixant sur un support. Une capture quasi magique qui repousse encore les limites des capacités humaines en permettant de dessiner, entre parenthèses graphie, avec la lumière, entre parenthèses photo. Il s'agit donc d'un médium qui tisse sur une trame de rationnel un imaginaire qui peut prétendre au surnaturel. Kardec est paradoxalement celui qui retarde l'arrivée en France de la photographie spirit, déjà installée aux États-Unis sous l'impulsion de William Mumler. Le chef de file du spiritisme soupçonne le photographe américain d'être un faussaire et ne veut pas prendre le risque de décrédibiliser son mouvement. La justice américaine lui donne raison l'année de sa mort, en 1869, puisque Mumler est jugé devant le tribunal de New York pour fraude. Devant ses juges, il avoue s'être livré à une supercherie. Le célèbre entrepreneur de spectacle Phineas Taylor Barnum révèle, démonstration à l'appui, ses différents trucages. Mais le juge abandonne les poursuites pour manque de preuves. En 1872, il acquitte le photographe dont la réputation reste cependant entachée. Pourtant, la mode est lancée et rien ne l'arrête. Elle va déferler en France et en Angleterre. À la mort de Kardec, son successeur Pierre Gaëtan Lesmarie voit l'opportunité de faire appel à la photographie pour donner une crédibilité scientifique à la communication avec l'au-delà. La revue Spirit,
publie des clichés dès 1870. Il montre pour la plupart des modèles photographiés avec à leur côté ou derrière eux la silhouette translucide de leurs proches décédés. Les maris recrutent un photographe spirit officiel en la personne de Jean Buguet. Dans son studio, chaque séance se déroule selon un rituel millimétré qui remporte un franc succès. Pour que ces revenants ressemblent le plus aux personnes recherchées par les clients, Buguet réalisait systématiquement 2 clichés. Sur le premier, il préparait un mannequin affublé d'un portrait rassemblant les détails physiques glanés par son assistante dans la salle d'attente. Il réutilisait ensuite la même plaque pour prendre ses clients en photographie. Jean Buguet n'est bientôt plus le seul à faire de la photographie de fantômes. Paris fourmille de studios en général installés dans les chambres de bonne aux derniers étages des grands immeubles. Il faut en effet beaucoup de lumière pour fixer les images sur les plaques. Le sujet doit rester immobile une bonne dizaine de minutes pour se faire tirer le portrait. Moyennant une généreuse rétribution, le photographe fait office de médium. Il appelle lui-même les esprits grâce à quelques phrases et gestes rituels de son invention avant de procéder à la prise de vue selon le procédé de la double exposition. Buguet remporte un succès insolent, son chiffre d'affaires explose. Il s'attire l'attention des autorités qui s'en prennent à lui pour freiner l'expansion du spiritisme. Une enquête de la préfecture de police de Paris débouche en 1875 sur une arrestation en flagrant délit d'escroquerie. Le photographe avoue immédiatement. Son procès fait grand bruit car la plupart de ses anciens clients témoignent en sa faveur, refusant de croire à la falsification des images de leurs disparus. Cet épisode démontre pour la première fois que la photographie n'est en rien une garantie de l'existence du réel. Dans sa dimension spirit, elle apparaît plutôt comme une création consolatrice qui assouvit le désir inextinguible de retrouver des êtres aimés par-delà la mort. Jean Buguet est condamné, mais dès sa sortie de prison, il rouvre son studio pour proposer à ses clients de fausses photographies de fantômes, cette fois dans une veine humoristique. De cette manière, l'opérateur a tourné la page de la photographie spirit de conviction pour ouvrir la voie à de nouveaux types de représentations tout aussi populaires. La pratique bascule, elle devient récréative, d'autant plus qu'une autre révolution a commencé, l'accès à la pratique photographique des amateurs. L'invention du gélatino-bromure d'argent a raccourci le temps de pause et réduit la taille du dispositif. De nombreux manuels de récréation photographique ont été publiés, encourageant l'utilisation de l'appareil de façon divertissante. Buguet, après avoir communiqué en faveur du spiritisme, se joue de lui et s'en moque dans ses nouveaux clichés. Céline Giraud a décrypté l'un d'entre eux, Esprit de Paganini. On y voit Buguet assis à une table, un livre entre les mains. Cette pose était fréquente dans les photographies spirites, tout comme la présence d'un crâne sur la table au centre de l'image. Ce dernier semble surmonter le corps d'un oiseau, figuré en blanc, qui serait également un spectre. À l'arrière-plan, on peut voir un personnage drapé et affublé de cornes. Ses attributs en font une parodie du diable qui joue du violon. Cela le désigne comme étant Paganini, un célèbre joueur
du même instrument décédé en 1840. La posture de l'esprit est menaçante puisqu'il semble prêt à frapper avec son archet. Bugey se moque directement des photographies d'esprit de célébrités bienveillantes que l'on rencontre dans les photographies de conviction. La photographie spirit passe le cap du XXe siècle. Entre procès pour tromperie et engouement renouvelé pour le spiritisme amusant, elle connaît une forte recrudescence en Europe à partir de 1914 dans les circonstances dramatiques de la Première Guerre mondiale, qui plonge des millions de familles dans le deuil. Pour ces dernières, les promesses des spirites représentent un espoir comme cela a été le cas pour le poète Victor Hugo, qui, désespéré après la perte tragique de sa fille, Léopoldine, en 1853, s'était livré lors de son exil à Jersey à des séances de table tournante dans l'espoir de communiquer avec la jeune disparue. Le paysage visuel occidental du paranormal qui prend forme au cours du XIXe siècle ne s'arrête pas à la photographie spirit. Il se nourrit de multiples croyances magiques qui s'affrontent depuis des siècles. Un débat agite ainsi les tenants du spiritisme et ceux de l'animisme. Les premiers sont persuadés que les phénomènes occultes trouvent leur origine dans l'au-delà, tandis que les seconds considèrent qu'ils résultent du pouvoir des médiums. Cette opposition favorise l'émergence d'une deuxième catégorie iconographique, la photographie des fluides. Celle-ci consiste à fixer sans appareil sur la seule plaque sensible les fluides émanant du médium. La force vitale, l'âme, mais aussi les pensées, les émotions ou les rêves. S'il est possible de faire remonter ce type d'expérience au début des années 1860, c'est surtout au tournant du siècle que la photographie fluidique se développe en se revendiquant de la légitimité scientifique des recherches sur les rayonnements, la radioactivité et les rayons X. Les scientifiques réfutent très vite ces hypothèses et démontrent que les traces obtenues ne sont que des artefacts, mais la photographie fluidique va perdurer pendant tout le XXe siècle et se prolonge même dans la création contemporaine sous la forme de la photographie d'aura, encore pratiquée de nos jours. Une dernière catégorie d'images se classe au sein de ce que l'on pourrait appeler globalement la photographie magique. Elle regroupe des clichés de phénomènes aussi différents que la lévitation, la transfiguration, la télékinésie, la production d'ectoplasme ou les apparitions de fées. Malgré la variété des phénomènes et la disparité de leurs manifestations visuelles, les images qui composent cette section ont plusieurs points communs. Tout d'abord, elles ont généralement pour sujet principal des médiums connus pour leur pouvoir surnaturel et parfois leur extravagante biographie. Mais surtout, ces photographies médiumniques se distinguent des photographies spirites ou fluidiques en ce qu'elles ne sont pas un enregistrement de l'invisible, mais bien du visible. Elles correspondent généralement à ce qu'un observateur présent lors des séances a pu observer. À la différence des deux premières catégories, la photographie médiumnique n'est donc pas un outil d'investigation plus efficace que l'œil. Elle permet un simple constat documentaire. La plupart des historiens de l'art ont tendance à placer a posteriori la photographie dans le champ des progrès techniques et de la science optique. Le sémiologue Jean Lauzon, lui, en a fait une fille de l'alchimie, considérant que cette technique qui apparaît à partir de 1839 a finalement dévoilé le projet alchimique au-delà de la simple métaphore.
Il montre sa filiation avec l'histoire de la représentation et la quête d'immortalité qui s'y rattache. Il dévoile des correspondances dans les matériaux et leur dénomination dans les procédés qui mènent à la révélation de l'image. Les opérations alchimiques fondamentales, sublimation, filtrage et cuisson peuvent se comparer au point de s'y identifier aux 3 principales étapes de l'apparition d'une image photographique, à savoir latence, révélation et fixation. Ainsi, peut-on y voir les 3 étapes du grand œuvre noir, blanc et rouge. Procédés et rituels de la chambre noire renvoient eux aussi à la culture magique. La fonction du mage et de l'alchimiste est en quelque sorte reprise à son compte par le photographe qui duplique le réel en utilisant un élément naturel, la lumière. Ce faisant, il s'approprie les forces naturelles pour lutter contre la disparition d'un être ou d'une chose qui restera gravée au sel d'argent. D'où ce goût étonnant de la photographie post-mortem qui ne s'effacera qu'à la fin du XXe siècle. Si le visage d'un disparu, ou plutôt son image, perdure après sa mort, l'œil tout-puissant de la caméra pourrait bien distinguer et capturer l'invisible, le cacher, les énergies vitales. L'anthropologue américain Paul Christopher Johnson s'est intéressé sur la façon dont photographie et rituels ont jadis convergé et convergent encore aujourd'hui pour permettre aux dieux d'apparaître. Dans le candomblé brésilien comme partout ailleurs dans les Amériques africaines, les photographies ont des caractéristiques non seulement visuelles mais aussi haptiques, voire même olfactives, parce qu'elles sont des choses autant plus que des images. Les photographies permettent une médiation entre d'une part un autre lieu et un autre temps, une scène ou une personne située dans un lieu et un temps différent de celui dans lequel la photographie est regardée, ici et d'autre part l'ici et maintenant. Elle joue ce rôle en tant qu'objet qui attire mon regard, pèse dans ma main, occupe une place dans un dossier, pèse sous le clou qui le fixe au mur et, dans certaines conditions, médiatise et transporte la présence des dieux et des êtres humains. La photographie a été l'héritière du projet des Lumières, dans leur désir inlassable d'annuler l'obscurité du monde et, en ce sens, elle a été une machine à désenchantement fabriquée pour révéler ce qui autrefois demeurait mystérieux et occulte. C'est sans doute vrai, mais ce n'est toutefois qu'une partie de l'histoire, car les technologies visuelles ont aussi ouvert la voie à de nouvelles visions de l'enchantement. Loin d'effacer les pratiques de possession par les esprits à travers l'idée d'une vérité oculaire objective, née au milieu du XIXe siècle, la diffusion de la photographie a aidé à peupler le monde moderne d'esprits en favorisant leur circulation. Cet épisode me parle particulièrement parce qu'il montre à quel point l'être humain cherche des signes, des preuves, des confirmations. Et je comprends profondément ce besoin, parce que moi aussi j'ai cherché du sens. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Tout ce qui semble venir de l'invisible n'est pas forcément une vérité. Certaines choses révèlent de l'illusion et d'autres de la manipulation. Et parfois, même lorsqu'il existe quelque chose d'invisible, cela ne signifie pas forcément que cette présence nous veut du bien. C'est là où, selon moi, le discernement devient essentiel. Parce que dès qu'une personne pense détenir une vérité cachée, elle peut aussi prendre le pouvoir sur les autres. Finalement, la photographie spirit annonce déjà quelque chose de très moderne, notre rapport aux images. Parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes influencés par ce que nous voyons.
Une image forte peut provoquer la peur, la fascination, la croyance. Et parfois, nous cessons complètement de questionner ce qu'il y a derrière. Pourtant, une image peut mentir, une mise en scène peut manipuler, et un discours mystique peut devenir un outil d'emprise. En conclusion, la photographie spirit n'était peut-être pas seulement une supercherie. Elle révélait surtout quelque chose de profondément humain. Notre difficulté à accepter l'absence, le doute, l'inconnu. Et c'est précisément là que naissent parfois les croyances les plus puissantes. Alors aujourd'hui, peut-être que la vraie question n'est pas « les esprits existent-ils ?», mais plutôt « qu'est-ce que notre besoin de croire nous pousse à accepter ?» Parce qu'entre le mystère, l'illusion et la manipulation, la frontière est parfois extrêmement fine. Si cet épisode t'a parlé, tu peux liker, t'abonner ou laisser un commentaire. Et toi, aurais-tu cru à ces photographies à l'époque ? On en parle ensemble ? Quant à moi, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, je te dis ciao ! Pour la première fois dans l'histoire, l'être humain un de ceux que l'on colore. Putain de reflet dans les lunettes, ça me saoule. Je suis perdue. 20 ans à tourner autour d'une seule question. Je croyais toucher le ciel, j'ai construit une prison. J'ai tout donné à des maîtres imaginaires, des gourous en carton, des promesses en verre. J'ai vidé mon compte, mon cœur, mon agenda. Retraite rituelle, voyage en Inde, au fond ça changeait pas. Je fermais les yeux forts pour fuir le désastre. Ton départ en plein jour, trou noir dans ma glace. Alors j'ai prié la douleur, jusqu'à en perdre ma propre voix. J'ai cru trouver la vérité